Bonjour à tous, bonjour à toutes du podcast How About Those Chiefs, le seul podcast en français qui traite de l'actualité des dynastiques Kansas City Chiefs. Tu peux y aller, j'ai oublié les jingles. Et donc en QB backup pour Patrick Mahomes, on va avoir Gardner Minshew. Je vous avoue que je l'avais absolument pas vu venir, notre copain de conférence des Raiders. Comment Patrick Mahomes, Andy Reid a lâché un peu les chevaux, comme je l'appelle depuis plusieurs mois. Donc Kansas City a vraiment fait le choix de la continuité. Et ne me dites pas qu'on pouvait pas garder Joe Tunney une seule saison. C'est l'ère 3 de Mahomes. L'ère 1 pour moi c'est terminé après la défaite contre les Bengals. Voilà, c'est ça. L'ère 2, elle se termine maintenant. Parfait, merci beaucoup les copains. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast How About Those Chiefs, le seul podcast en français qui traite de l'actualité des Chiefs. On va pas se mentir, on a galéré à faire cet épisode parce que le président n'est pas là, et quand le président n'est pas là, eh ben on galère. En tout cas, j'espère que vous m'entendez bien, j'ai enfin investi dans un micro 5 ans après le début du podcast. Bref, un épisode spécial aujourd'hui, pas de président, pas de débrief total de la saison, mais on voulait quand même se regrouper pour parler un petit peu de l'actu et faire un petit top flop sur les joueurs et nos cris de gueule et coups de cœur de la saison. Bien évidemment, je ne suis pas seul, je ne sais pas qui va rentrer en premier, mais je suppose que c'est mon Hugues. Il nous vient de Troyes, c'est Hugues. Salut mon Hugues, ça va ? Salut Emilien, bonjour à tous. Il est là. Ça va très bien, très très bien. Petit mois de janvier sans stress, ça faisait un moment, donc madame est contente, tout le monde est content à la maison. Nos Chiefs, nos parties. Exactement. Comme dit toujours Hugues. Donc on ne parlera pas vraiment du Super Bowl à venir aujourd'hui, voilà, vous l'avez compris. On n'est pas une émission NFL Média, on est une émission Chiefs, donc on parle principalement des Chiefs. Et il est là, il a réussi à résoudre les problèmes techniques. C'est notre ingénieur informatique en direct de la Bretagne. C'est Elvin. Salut Elvin. Salut les gars, salut tout le monde. Bah ouais, écoute, on va faire ce qu'on peut, mais c'est vrai que sans notre président, on est peu de choses finalement. Donc on salue Yo qui nous écoutera sûrement quand il aura le temps. Mais voilà, on va essayer de dire quelques trucs quand même sur ce qu'il y a à dire sur cette fin de saison, sur l'actualité. Exactement. Du coup, on va commencer par l'actualité avec un peu le coaching. Et comme Elvin a bien fait ses devoirs aujourd'hui pour le gros podcast de débrief, il va nous parler un petit peu de coaching et on gardera le reste pour la semaine prochaine. Et ensuite, on fera chacun notre petit top flop, un petit épisode rapide aujourd'hui juste pour vous garder en haleine et vous teaser avant le grand épisode de la semaine prochaine avec un Johan qui sera de retour en pleine forme. Elvin, c'est bon, t'as les jingles, on peut lancer ? C'est parti. Du coup, la grosse actualité de la semaine, on avait déjà parlé dans le dernier épisode, c'est le nouveau coordinateur offensif. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est tout sauf une surprise. On connaît Andy Reid, il aime les hommes avec qui il a travaillé déjà. Il fait confiance à ces hommes je ne sais pas si on peut dire d'hommes de main, mais ces hommes de son arbre de coaching. Et du coup, sans surprise, c'est le retour d'Eric Bieniemy qui nous revient avec un nouveau look, une grosse barbe. On espère aussi des nouvelles idées, comme l'a demandé Mahomes. Hugues, quel est ton avis sur le retour de Bieniemy ? C'est pas vraiment une surprise, mais est-ce que tu es plutôt content ou t'attends de voir ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors non, c'est pas une surprise. Après, on n'a pas dû recevoir beaucoup d'autres candidats pour le poste. Donc je sais même pas si on en a reçu d'autres, mais en tout cas, c'est lui qui est arrivé tout de suite. Comme tu dis, c'est quelqu'un qui connaît la maison. De toute façon, après, on le sait très bien. C'est Andy Reid qui est vraiment le cerveau
de l'offense, quoi. Et donc, un Andy Reid qui est plutôt créatif et calme, et puis un Bieniemy en duo avec lui qui va être plus en frontal et plus exigeant en un envers les joueurs, et c'est ce qui a déjà fonctionné chez nous. Donc, à voir. De toute façon, fallait du changement. Est-ce que c'est le bon choix? L'avenir nous le dira. Mais on voulait du changement, il y en a, donc attendons de voir ce qu'il va faire. C'est le changement dans la continuité, du coup. Mais, par contre, il y a eu d'autres changements un peu plus importants, entre guillemets. Enfin, Bieniemy, c'est du changement, attention. Hein, mais bon, on le sait, de toute façon, on en parlait la semaine dernière, on lançait des noms comme McDaniel, etc. Bon, sans trop y croire. Par contre, il y a eu d'autres changements sur le coaching à d'autres postes, parce qu'on sait que les staffs de NFL, hein, c'est énorme. Elvin, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je t'avoue que j'avais pas trop prévu d'en parler. Je n'ai pas fait mes devoirs, mais tu les as fait. Donc, si tu peux nous parler un peu des nouveaux qui ont été recrutés Ouais, alors il y en a un vraiment qui peut un peu avoir un effet sur notre attaque. Bieniemy, je pense que ça aura pas de changement vraiment, parce que comme vous dites, c'est Andy Reid qui conçoit les jeux offensifs. C'est Andy Reid qui les appelle aussi, qui les choisit, qui prépare le cahier de jeu spécifique à chaque match. Et puis disons que le coordinateur offensif, il se fait plutôt le relais du head coach avec les joueurs, avec le quarterback notamment, mais avec les joueurs. Et je pense que ce que Bieniemy va peut-être pouvoir apporter de nouveau, c'est l'attention aux détails qu'on avait un petit peu perdu. On y reviendra sûrement la semaine prochaine, mais c'est tous ces petits trucs, ces petites erreurs qu'on ne voyait pas. Bieniemy, pour ceux qui ont eu l'opportunité de voir quelques vidéos passer des training camps, tu l'entends, même si le micro est à 200 mètres. C'est un genre de coach un peu à l'ancienne, avec un langage très fleuri. Mais en même temps apprécié des joueurs. Donc je pense que voilà, c'est aussi c'est un coach qui est très très orienté sur les détails. Donc si on se fie à ce recrutement, effectivement, comme vous dites, est-ce qu'ils ont interviewé d'autres joueurs, d'autres coachs? Je suis pas sûr. Ils disent que oui, mais on n'est pas sûr. Aux déclarations de Andy et à la conférence de EB, ça envoie le même signal en fait. C'est-à-dire pas de changement de système, mais on veut bien faire ce qu'on veut faire. Donc, voyons, ça a marché dans le passé. Est-ce que ça marchera encore? On verra. Et puis pour l'autre grosse recrue, on va dire, c'est Chad O'Shea qui était pass game coordinateur alors dernièrement des Browns. Donc bon, ça c'est pas folichon non plus, mais le mec il vient quand même du coup avec le bagage d'avoir coaché sous Stefanski, hein, ancien coach de l'année quand même. Donc là pour le coup c'est un système différent avec une manière de voir le jeu différente. Donc voilà, le mec il arrive quand même avec une certaine connaissance et surtout une certaine expérience de coaching, parce que c'est un mec qui est il a eu quelques expériences de coordinateur offensif, mais surtout qui est entraîneur des receveurs. Je vous dis pass game coordinateur, en fait il va être entraîneur de receveurs chez nous depuis 20 ans quoi. Et c'est notamment lui qui a un peu, on peut dire, développé Julian Edelman aux Patriots, qui en a fait de lui un receveur élite pendant les plus belles années de la deuxième partie de la dynastie des Patriots. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Ça change pour le coup avec notre ancien coordinateur des receveurs, qui était Connor Embry, qui n'avait jamais coaché au niveau NFL, n'avait jamais joué receveur, et qui a été propulsé comme ça à coacher au plus haut niveau des receveurs. Donc on a vu ce que ça donnait, c'était quand même pas génial quoi. Je sais pas, vous, le fait qu'on fasse venir pour le coup un vétéran pour coacher nos receveurs en particulier, ça vous inspire quoi? Hugues, t'en penses quoi toi? Moi je trouve que ça va être un gros apport, je pense, au niveau de la technique. Donc, tu vois, l'école des Patriots, c'était quand même quelque chose de très, très strict. Tu vois, c'était les routes qui étaient faites jusqu'au bout, enfin vraiment les blocs, etc. Donc, je pense que ça peut avoir un gros upgrade pour nos receveurs avec, je sais pas, cette obsession du détail, des routes précises,
Et puis je pense qu'avec avec Mahomes, ça peut faire un gros truc. Ça va être un peu, alors je dirais pas un bordel organisé, mais vraiment pouvoir que Mahomes puisse garder son côté un peu improvisation, etc., mais en restant dans une structure plutôt carrée. Donc je pense que pour moi, c'est vraiment un bon ajout. Si tu l'ajoutes avec Bieniemy, tu vois, je pense que ça peut faire un truc sympa. Ouais, vous étiez J'ai plutôt l'impression- Pardon. Vas-y. Non, je disais, vous étiez plutôt partisan de rester avec un petit peu quand même de continuité pour pas perdre Mahomes dans un nouveau système qui serait sorti d'un autre coaching tree venu avec un langage différent, une manière différente d'expliquer les choses et tout. Là, avec Bieniemy, on revient sur quelque chose qu'on connaît, qu'il connaît, mais attention sur le détail, un mec qui va gueuler, bah, je vais vous dire, si Jawan Taylor est encore là à la saison prochaine, je peux vous dire qu'il va peut-être s'aligner offside une fois, pas deux à mon avis, avec un mec comme Bieniemy. Mais par contre, peut-être avec une impulsion particulière, une attention particulière sur les receveurs, quoi. Vous préférez plutôt ça plutôt que de partir sur quelque chose de tout nouveau de A à Z, quoi. Oui, après, on sait de façon. Encore une fois, on n'est pas du tout surpris. On savait très bien que ça allait se passer plus ou moins comme ça. Hein. Matt Nagy, quand il est parti des Bears, il est revenu chez nous. Bieniemy, c'est un peu les chaises musicales. Alors après, j'espère juste que ça va pas. Pour moi, ce système a une limite au bout d'un moment, quoi, de recycler les mecs. C'est rassurant. Voilà, tu sais ce que tu gagnes. Mais bon, au bout d'un moment, est-ce que on l'a vu quand même depuis 2 ans, notre attaque est quand même très très prévisible, etc. Sinon, du côté du coach des receveurs, de toute façon, c'était un besoin. Celui qui est parti, là, quand on voit les commentaires où il disait c'est plus les mecs ont plus appris de DeAndre Hopkins et de Kelsey que du coach. Donc bon, c'est un peu problématique. Ça peut peut-être expliquer certains problèmes de nos receveurs ces dernières saisons. Donc bon. Et à côté de ça, tu as des mecs, des anciens Patriots, donc la même semaine, Gronk et Edelman, qui dans des podcasts, des émissions différentes, citent Chad O'Shea en disant, par exemple, il nous montrait des vidéos en nous montrant ça, ça, ça et ça. Gronk, après, qui dit, c'est quand il cite les meilleurs receveurs, coachs de receveurs pour lui, enfin, en tout cas qu'il connaît dans la ligue, c'est le premier nom qui vient. Bon, alors si tu parles aux fans des Browns, eux, ils sont très contents qu'ils soient partis, tout ça. Bon, en même temps, c'est quand même difficile aussi Ils n'avaient pas de quarterback aussi. Donc bon. Ouais, et puis ils n'avaient pas beaucoup de receveurs. Ils n'avaient Non, puis ils n'avaient pas des receveurs non plus de folie. Donc, mais bon. Après, les Browns, c'est un peu la franchise étalon en termes de ce qui va pas, ce qui marche pas. Je pense avec les Jets, donc c'est pas forcément un signe C'est ça. Faut pas trop les écouter peut-être. Ouais, voilà. Donc bon. Mais courage à eux parce que ça doit pas être facile de supporter une équipe comme ça. Bref, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le coaching, les news? Il y a eu la rumeur qui enfle d'un retour de l'ami Travis la saison prochaine. Est-ce que vous y croyez? Moi, j'ai toujours dit qu'il allait revenir. Est-ce que vous commencez à y croire aussi? Ou Hugues, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, je pense surtout il y a Bieniemy qui revient et je crois qu'il a posté une photo avec lui ou autre ou l'inverse, comme quoi ils étaient vraiment contents de se retrouver. Et puis je pense que pour lui l'histoire n'est pas, enfin, il a pas pu écrire la fin de l'histoire avec Patoche. Donc je pense qu'ils ont peut-être envie, voilà, peut-être pour lui la dernière de remettre le couvert et puis d'essayer d'aller au bout. Donc ouais, je pense que du coup il a pas pu terminer comme il voulait. Donc je pense qu'il devrait revenir avec un contrat plutôt comment un franchise contrat, tu vois, un truc sympa pour arranger tout le monde. Hein. Avec Taylor, je pense que les fins de mois sont largement assurées pour des générations. Donc voilà, je pense ça, je peux me tromper, mais je le vois plutôt comme ça. Je suis assez d'accord. Elvin, toi aussi, tu penses qu'il va revenir ou tu penses que c'est juste... Ouais, je pense qu'il va revenir pour 10 millions, peut-être, quelque chose comme ça, même peut-être un peu moins. Même pas pour l'argent, mais parce que je pense que, de ce que je comprends, Taylor Swift va continuer de faire ses tournées et tout ça. Et je pense qu'il n'est pas prêt à rester à la maison à regarder NFL Network toute la journée, quoi. Je pense que, tu sais, quand tu as un train de vie, un rythme de vie, de ça, qui d'un seul coup, t'es comme ça. Bon, alors il a une carrière toute tracée sûrement à la télévision après, soit pour commenter le sport, soit autre chose. On sait qu'il a une personnalité, mais moi, vu comment on en parle, Bieniemy justement dans sa conférence de presse a un petit peu glissé à mon avis parce qu'il parle
des conversations qu'il a eues, et notamment avec Travis et Mahomes, où il dit j'ai vraiment hâte de retrouver ces deux-là dans le vestiaire. Bon, et Travis Kelce, dans son podcast à lui, disait ça va vraiment être bien de revoir Bieniemy dans le bâtiment. Et de le revoir quoi, à travers la porte vitrée de l'entrée, ou le revoir depuis l'intérieur? Enfin, qu'est-ce que tu es en train de nous dire là, Travis? Donc, je pense que là, ce serait une surprise s'il prenait sa retraite quand même. Oui, puis il est pas du tout cramé. Hein. C'est encore notre meilleur receveur cette saison. Ouais, Hein. c'est Il fait vrai. encore plus de 800 yards. C'est clair. Donc, bon. On va en parler après, mais bon, c'est quand même. Il va falloir remplacer si jamais il revient pas. Il falloir trouver ses 850 yards de cette année là, et les 800 yards en moyenne de chaque année, minimum, Ouais. voire beaucoup plus. Donc bon, ça va pas être facile. Est-ce qu'il y avait autre chose dont on voulait parler en ce qui concerne l'actualité, ou est-ce qu'on bascule sur le top flop de la saison, Elvin? Sur l'actualité, non. On garde le coaching pour la semaine prochaine et on part sur le Ah, top flop. pardon. Oh mon Dieu, j'allais vous oublier. Pardon, Elvin. Je m'excuse. Vas-y, Pas de problème. c'est ton moment, mon ami. Eh ben, écoutez. Pas trop long le jingle, faut pas déconner quand même. C'est plutôt un jingle de fin, ça, si je me souviens bien. Non, bah, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi je pensais qu'on pourrait un petit peu parler alors sans rentrer trop en détail sur les joueurs, qui a réussi sa saison, qui a pas réussi sa saison. Ça, on vous concocte un épisode musclé avec le président qui est en train de se chauffer les cervicales pour la semaine prochaine. Pour lâcher tout ce qu'il a sur le cœur. Ça arrive, mais revenir un petit peu sur les X et X's and O's, c'est comme ça qu'on dit, de qu'est-ce qui a marché techniquement, bah, dans niveau coaching, quoi. Notamment les appels de jeu. Alors, si on voulait moi je trouve qu'un bon coaching staff, c'est 3 choses. C'est sélectionner les joueurs, ça on en parlera la semaine prochaine, la draft, la free agency, les trades et tout ça. C'est savoir les développer, les coacher, ça pareil, je pense que vous en parlerez sûrement la semaine prochaine et tout ça. Et puis c'est savoir les utiliser avec en comptant sur leurs forces, et je trouve que c'est là que ça a failli, moi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que c'est optimiser les forces des joueurs et atténuer un peu, pallier leurs faiblesses. C'est là, je trouve que tous nos coachs, d'ailleurs, je trouve qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres là-dessus. Tous nos coachs ont tendance à peut-être s'entêter un peu à faire jouer les joueurs qu'ils aiment, qui connaissent bien le système, sans forcément prendre le temps de voir qu'est-ce qu'ils réussissent à faire physiquement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est un truc où, enfin, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, le fait qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été utilisés, tu vois, au mieux qu'ils auraient pu, ou... Est-ce que tu as des exemples en tête, ou Ouais, bah alors, ouais. Si vous voulez, je vais vous donner l'exemple. Commençons par l'attaque, si vous voulez. Parce qu'une Le grosse jeu de paille, course. je suis d'accord avec toi, mais après, oui, est-ce que... Ouais. Non, bah, par exemple, si on parle de l'attaque, tu vois, le jeu de course, on a une excellente O-line pour moi, en tout cas, sur la course, tu vois, c'est des mecs qui sont forts, qui sont mobiles, et pourtant, on n'a pas un jeu de course varié, tu vois, on n'a pas d'outside zone, tu sais, quand le running back va plutôt vers l'extérieur. On n'a pas de wide zone quand le running back va carrément à l'extérieur du tight end. Ça, c'est un truc qu'on fait pas. On fait pas de course under center, tellement, où le quarterback prend la balle juste collée au centre, et on fait pas tellement de duo non plus, qui est quelque chose que Ibi faisait vachement à Chicago. C'est en gros un double team, quoi, les 2 linemen qui bloquent un seul gars pour créer un gap encore plus gros de ce côté-là, quoi, plutôt que chacun son joueur, chacun son gap. Ça, c'est des choses qu'on fait pas, et pourtant on aurait la possibilité de varier un peu notre jeu de course. Bon, peut-être petite nuance sur la course, c'est que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais Pacheco généralement ne le voit pas, le gap, et Hunt généralement physiquement ne peut pas l'atteindre si on est en outside zone. C'est-à-dire que Hunt, entre les
joueur au centre, en inside, il est plutôt bon, c'est-à-dire qu'il a plutôt une bonne vision, mais par contre, il a plus ses capacités athlétiques pour aller en outside. Donc c'est peut-être là qu'on peut un peu nuancer, quoi, où les joueurs et le coaching se retrouvent, quoi. Ouais, les armes mis à disposition sont pas ouf non plus. On le sait, Pacheco galère depuis son retour de blessure. Hunt, c'est plus le Hunt de 2017. Donc, de toute façon, il y a toujours une corrélation entre le personnel mis à disposition et le coaching. Vas-y. Ouais. Et pour la passe, moi, ce que j'observais, c'est qu'on a galéré toute l'année contre la couverture en man. C'est-à-dire que notre force, ça a été et c'est le jeu c'est le cahier de jeu d'Andy, en fait, d'être très fort contre la zone, de créer des espaces vides, mais on a eu 0 réponse toute l'année pour battre le man coverage. C'est-à-dire en dehors de mesh, donc les tracés mesh, c'est des receveurs qui font des courses qui se croisent au milieu. Et donc, un qui part en diagonale d'en bas à gauche en haut à droite et l'autre d'en bas à droite vers en haut à gauche, en gros. Et ils se croisent au milieu. C'est là-dessus, par exemple, que c'est blessé Worthy en début d'année. Mesh avec Kelsey. Et puis, mesh contre Kelsey, c'est Kelsey vainqueur. Mais en dehors de ça, si vous revoyez les tapes, franchement, je pense il y a des fois où on court, on fait mesh, mais 50 fois par match, quoi. Les mecs font le même tracé contre man. On n'avait pas d'autre réponse que d'envoyer mesh pour créer de la confusion, en fait, dans les défenses. Sauf que c'est prévisible, c'est attendu. Rice, il finit allumé sur toutes ses courses en diagonale, mais sur un deuxième ou troisième élon, quand tu es le principe de créer du trafic pour brouiller les défenses, c'est pas idiot quand tu es en défense de zone, mais quand tu es en défense de man, le mec, il a juste à te suivre, en fait, à courir après toi, à voir là où tu vas. Et à partir du moment où on n'a pas des joueurs, et ça on reviendra là-dessus, qui arrivent à battre leur 1 contre 1, et du coup, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de joueur d'ouvert, et donc ça marche pas. On n'avait pas de réponse pour man. Et tu vois, moi, c'est ça qui m'a frustré, c'est de voir des mecs comme Worthy, comme Rice, avec des arbres de tracé très limités, quoi. Est-ce que vous avez vu un des deux sur une course autre qu'une course en diagonale? Est-ce que vous les avez vus sur un comeback aller tout droit et puis revenir en arrière, ou un curl juste tout droit et tu t'arrêtes d'un seul coup? Pas de dig, tu vois, où ils vont tout droit et puis après une course vers l'intérieur. C'est que de la superposition, en fait, de courses croisées, et ça n'a pas fonctionné, quoi. Et c'est ça qui m'a frustré, en fait. Je me dis, mais on a comme des receveurs, c'est pas des peintres en universitaire, c'est pas des peintres. Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas leur donner des tracés plus complexes que ça? Est-ce que c'est le coach qui s'entête? Est-ce que c'est à la limite des joueurs? Après, c'est vrai que c'était très, très, très téléphoné, hein. Je veux dire, même sans être trop expert, tu regardes les matchs des Chiefs depuis le début de saison. En fait, tu sais grosso modo ce qui va se passer, quoi. Après, ce qui est dommage, c'est qu'au début, on a joué avec Thornton parce que Rice n'était pas là. Et puis, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas continué à jouer sur lui parce qu'après, il a complètement disparu des radars. Et au contraire, je trouvais ça plutôt sympa de le voir parce que ça permettait d'allonger drôlement la défense. Et du coup, ça faisait quand même des big plays qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Exactement. Ce que tu dis, en fait, c'était Thornton, il courait beaucoup de go route ou de sim. Donc ça veut dire c'est quand tu vas tout droit en gros, quoi. Sim, c'est entre le safety. Et ça, on l'a plus vu après. Qui a fait des go route comme ça en disant tiens, tu cours vite, ton tracé, ça va être de courir tout droit le plus vite possible et de dépasser les de dépasser les DBs. Qui a courir des go route? Personne, comme tu dis. La caméra, elle avait même pas besoin de zoom out quand tu étais à la télévision. Il pouvait rester juste au niveau de la ligne de scrimmage, quoi. Donc, tu vois, ça va un petit peu avec l'idée de se dire, est-ce qu'ils se sont dit, il n'y a que Thornton qui peut la courir, ça, parce qu'il n'y a que lui qui est assez rapide pour le faire. Enfin, mec, tu as drafté Worthy parce qu'il était rapide quand même. Si tu lui donnes pas une go route à lui, à qui, quoi? Mais ouais, non, c'est logique ce que tu dis, en fait, sur l'utilisation de Thornton. Ça va pour moi avec les tracés qu'on a voulu accorder à nos joueurs. Je trouve que c'est frustrant, quoi. Puis on a vu la même chose côté défense. Enfin, je sais pas si Emilien, toi, côté attaque, t'avais des remarques à faire sur le coaching aussi, sur les play calls ou... Non, pas en détail, mais oui, c'est clair que moi je me rappelle quand j'étais au match, je l'avais dit sur le chat quand j'étais au match des Colts. Ils faisaient exactement les mêmes routes. Du coup, il n'y avait personne d'ouvert pendant la moitié du match. Ça s'est un peu décanté sur la fin parce que les Colts, de manière complètement incompréhensible, se sont liquéfiés et on a commencé à trouver des solutions. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que
Rice, on en a parlé plusieurs fois dans le podcast, mais il y a une course, une route qui gère à la perfection, c'est la slant. Là où tu parles tout à l'heure, tu traverses le terrain comme ça. Et on l'a quasiment pas vu de la saison. Et du coup, je sais pas si on a essayé d'utiliser les mecs contre nature, entre guillemets, ou est-ce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on avait trop le même profil avec des mecs qui sont pas vraiment des receveurs écartés, qui sont plus des speedsters, mais pas vraiment des speedsters. Enfin, c'est comme tu dis, Worthy, c'est quand même le mec qui est censé avoir couru le dash le plus rapide de la Terre. Et tu le vois quasiment jamais partir en profondeur. C'était plus Forton qui faisait ça. Quand Rice est revenu, Forton a disparu alors que c'était celui qui a porté l'attaque sur ses épaules pendant la première partie de saison. Du coup, on a voulu suralimenter Rice, mais bon, ça faisait quand même plus d'un an qu'il n'avait pas joué. Du coup, il a un peu disparu. Enfin, il y a plein de choses en fait dans l'utilisation du personnel et ce qui ont été demandé qui, pour moi, effectivement, ne sont pas trop, n'ont pas trop de sens et n'ont pas du tout marché parce que l'attaque, ça a été une galère pas possible. Et je suis d'accord avec toi, c'est pas le pire groupe de receveurs qu'on ait eu. Et on a fait mieux avec beaucoup moins bien, notamment la saison 2003. T'as droit de leur donner. Alors, on reviendra sur le développement, mais il y a des questions à se poser quand on voit que Rice, dès sa première année, était capable de fournir des trucs et que là, on n'a pas vu vraiment une amélioration. Il y a des questions à se poser, quoi. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Pourquoi appauvrir l'arbre de tracé de nos receveurs alors que c'est pas c'est pas des peintres non plus. C'est surprenant, quoi. Et côté défense, alors Spags, on est d'accord c'est un coach élite, hein, avec ses blitz exotiques, il a fait tourner la tête à quand même beaucoup de quarterbacks. Mais cette saison, alors j'ai trouvé que c'était plus prévisible. Autant des fois il me surprenait en disant tu vois un truc et tu dis non, il va pas envoyer ça. Et si il envoie cover zero, il laisse personne derrière. Là cette année, j'avais l'impression alors je sais pas si c'est parce qu'on est habitué, mais j'ai l'impression que les moments où il envoyait le blitz all out, quoi, c'était plus prévisible et ça allait pas au bout non plus. Alors moi je m'étais plaint en disant ouais, mais fais pas blitzer les joueurs qui sont pas tes joueurs les plus rapides non plus. Si tu veux qu'ils aillent au bout, il faut qu'ils soient rapides. Mais je sais pas, vous avez pas trouvé que les blitz de Spags étaient moins bien comment dire, timé, enfin, tu vois que c'était pas le timing était plus prévisible et dans tous les cas moins efficace parce que ça allait pas jusqu'au sac. Enfin, pour moi, c'est le pass rush qui était pas bon, quoi, parce qu'en dehors de Chris Jones, alors il a ses limites aussi, mais il peut pas tout faire non plus. Donc je veux dire, après lui, il est pas tout seul non plus à pouvoir faire le taf. Un peu Karlaftis, mais le reste, voilà. Après, il y a un petit rookie qui sera dans mes petits papiers de cette saison, mais ouais, enfin le pass, enfin c'est un ensemble de tout, quoi. Si tu veux blitzer mais que ton pass rush et tout n'est pas au rendez-vous, t'as beau envoyer les McDuffie en blitz, je veux dire, il va pas pouvoir faire grand-chose. Donc voilà, pour moi c'était vraiment un souci vraiment sur peut-être, alors je dirais pas de schéma, mais plutôt peut-être de personnes sur la ligne défensive, quoi. Ouais, de toute façon, je suis totalement d'accord avec Hugues. Le pass rush a été un problème toute la saison. Effectivement, les blitz, c'était un peu la signature de Spags avec des splits de corner. On se rappelle de sacs incroyables de Snead, notamment j'ai l'image contre Brady lors d'un match des Bucks où il fait un strip sack. Des choses comme ça avec des blitz. Et là, je me rappelle notamment un match, je crois que c'était contre les Cowboys, où on s'est entêté à vouloir blitzer. Et à chaque fois, on se faisait ouvrir. Et d'ailleurs, c'est pas une surprise, cette année, on a été l'une des pires équipes sur 3e et longue, parce qu'on était tellement prévisible avec nos blitz, face à des quarterbacks qui a minimum expérimenté. C'était là, venez les copains, hop, boum, il lançait sur le... Et ça, effectivement, je suis d'accord avec toi. Mais de toute façon, ça rejoint aussi l'attaque et ça rejoint un peu le fait que c'est toujours un peu le même coaching, etc. Et on était imprévisible. Et même en défense. Alors après, la défense, je jette pas la pierre parce que globalement, ça a quand même bien marché. Mais les blitz qui ne marchent pas, il y a le match contre les Dallas, contre les Cowboys, je n'en pouvais plus. Je disais, mais arrêtons, ça ne marche pas. Il faut trouver une solution. Et du coup, on s'est fait ouvrir derrière, absolument tout le match. Donc, non, je te rejoins totalement. Du coup, je veux pas rusher pas le quarterback, mais le podcast. Mais comme d'habitude, il y a 5 qui bossent. Et du coup, est-ce qu'on ne passerait pas, Hugues a commencé à faire la transition, est-ce qu'on ne passerait pas à
à nos tops et flops de la saison, parce que je pense qu'on va retrouver certains trucs que Elvin, tu as très bien détaillé. Ça marche. Alors, on passe au top et flop. Cheese Kingdom! Y'all hear this? We've been fighting for our right all day. How about a little Viva Las Vegas? Viva Las Vegas! Viva! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas. Du coup, ce que je propose, c'est que pour les 4, on donne à chaque fois ce qu'on a, le joueur. Alors, du coup, le top et flop, c'est vraiment un joueur. Cri du cœur, cri du gueule, c'est un peu plus un ensemble ou quelque chose qu'on n'a pas trop. Enfin, un truc un peu plus large que juste un joueur. Bref, du coup, on va commencer positivement. On va commencer par le top. Hugues, quel est ton top? Quel est ton joueur MVP de la saison? Bah, je pense que niveau stats, on pourrait citer Patoche, hein, quand même. Je veux dire, avec ce qu'il a fait, avec ce qu'il avait à disposition. Enfin, il a quand même, on a vu la différence après sa blessure. Enfin, tu vois que quand il n'y a pas Patrick, c'est compliqué, voire très très compliqué. Donc avec les atouts, ce qu'on lui a laissé à disposition, que ce soit en termes de jeu ou de joueurs, je pense il n'aurait pas pu mieux faire. Donc voilà, il termine par sa blessure, mais pour moi, ça reste le meilleur joueur de la saison. Et d'ailleurs, on l'a vu début de saison, là, après la victoire contre les Lions ou les Commanders, on se disait, ça y est, on a retrouvé Patrick, et puis finalement, c'était qu'un petit feu de paille. Donc non, pour moi, ça reste lui dans le MVP de la saison pour la franchise. MVP Pat. Elvin, pour toi, c'est qui le MVP de la saison? Alors, MVP de la saison, c'est un grand mot. Ça peut que être Patrick Mahomes à chaque fois. Mais par contre, si on doit mettre le top dans le sens à partir de là où on l'attend, à quel point on parle de lui, tu vois, son rôle, etc. Je vais peut-être vous surprendre, mais alors au début, j'avais mis James Winchester parce que je trouve qu'on n'a jamais de problème avec notre long snapper. Mais bon, c'était plutôt pour la blague. Non, mais je trouve que notre cornerback 2, Jalen Watson, on n'a pas trop dit son nom, tu vois, mais il a plutôt fait le taf. Enfin, j'ai pas souvenir, tu vois, j'ai pas une image en tête de le voir se faire cramer forcément par un receveur, tu vois. J'ai trouvé qu'il avait plutôt été là où on l'attendait, quoi. Et pour quelqu'un voilà, qui a été drafté au 7e tour, bon, c'était son année de contrat aussi, donc il avait intérêt à faire bien. Enfin, son année de contrat, il peut prétendre à une extension. Je trouve qu'il a été au niveau, c'est-à-dire que c'est pas un cornerback élite, c'est pas notre numéro 1, mais justement, si on doit parler de notre numéro 1, j'ai été un peu plus déçu. Pour moi, c'est pas le flop de la saison, McDuffie, mais on l'attendait à un niveau plus élevé, notamment contre des top receveurs. Tu t'attends à ce que ton top cornerback puisse rivaliser avec un top receveur, et puis ses limites physiques, de longueur de bras, de taille, font que il s'est fait, et peut-être même juste parfois d'agressivité un peu aussi, font qu'il s'est un peu fait cramer certaines fois. J'ai eu un moment où je me suis dit, Jalen Watson, il est quand même, j'ai trouvé que pas se mentir, 11, ce naufrage qu'a été la saison, je trouve que Jalen Watson était à son niveau. Très bien. Pour moi, c'est Brian Cook. Je trouvais qu'il a fait vraiment une super saison. Après le départ de Justin Reed, il fallait vraiment besoin d'un mec qui prenne le jeu à son compte pour la secondary. Malheureusement, c'est pas vraiment venu de Shamari Connor ou de Jaden Hicks qui ont globalement déçu cette saison. Moi, j'ai vraiment adoré la saison de Cook. J'ai vraiment l'impression de revoir dans la lignée des grands safety qu'on a eu cette saison, de Tyrann Mathieu et de Justin Reed. Vraiment très bon en couverture, très bon sur le jeu de course, très agressif, vraiment décisif. Donc moi, j'ai vraiment adoré sa saison et j'espère vraiment qu'on va pouvoir le garder, même si malheureusement, je ne suis pas trop confiant sur le sujet parce qu'on en parlera la semaine prochaine, mais on n'a pas beaucoup d'argent à Kansas City, donc ça va être compliqué.
Du coup, on passe au flop. Je vais commencer si vous me permettez. Moi, mon flop de la saison, c'est Rashee Rice. Alors oui, il n'a pas joué pendant longtemps, mais il y a quand même une partie de sa suspension qui est quand même due à... où il peut s'en prendre qu'à lui-même. Hein. Les 6 premiers matchs de la saison, c'est quand même parce que monsieur a fait du rallye sur une autoroute. Donc ça, pour le coup, je vais pas l'excuser, je vais pas l'inclure dans le fait qu'il n'ait pas joué pendant longtemps. Clairement, ma magnifique voiture apparaît à l'écran. Tu parlais d'autoroute. Très bonne transition, il est fort ce Elvin. Donc oui, pour moi, c'est Rashee Rice. Il est revenu dans le match contre les Raiders. On a pu chercher à l'impliquer, il a été très important. Et derrière, ça a été très très inégal. Il y a eu beaucoup de drops, il y a eu pas mal de chocs. Alors, il a pris des tacles qui parfois étaient vraiment à la limite du régulier, notamment contre les Texans, mais malgré tout, quand on compare, je sais pas si vous avez vu le match ce week-end, quand on compare au top receveur de la ligue, j'ai notamment l'image de Pukanakua qui réceptionne un ballon, il a 4 mecs des Seahawks autour de lui. La Seahawks, c'est quand même top 3 défense cette saison, et le mec, je peux dire que lui, le ballon, il le relâche pas. Donc voilà, moi, très déçu par Rashee Rice, un peu dans tout, l'attitude, le jeu, voilà, pour moi, ça doit être notre receveur 1, mais aujourd'hui, il l'a pas encore totalement prouvé. Et on arrive déjà, mine de rien, sur son année de contrat. Ça va vite, hein, la vie. Hein. Première saison, tu fais une bonne saison. Après, tu te pètes. Au bout de 4 matchs, tu reviens, tu joues que la moitié de la saison et il n'y a pas les playoffs. Donc, clairement, aujourd'hui, moi, je ne sais pas ce qu'on fait de lui. Parce que si tu le payes, il va le payer quand même un petit peu. Là, aujourd'hui, j'ai regardé, il te coûte 2 millions à la saison. Donc, effectivement, à 2 millions, ça va. Mais si tu le prolonges, forcément, ça ne va pas être ce prix-là. Et il a été pris au 2e tour. Donc, tu ne peux pas te dire, allez, je donne une 5e année pour voir ce que ça donne. Donc, il va falloir très vite se poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec Rashee Rice. Moi, aujourd'hui, c'est une énigme. Je ne sais pas quoi faire de Rashee Rice. Je n'ai pas assez vu pour le signer, en plus avec tous ces trucs extra-sportifs. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment un des flops de la saison au niveau des joueurs. Parce que, Elvin, tu disais les attentes, etc. Moi, j'avais des grosses attentes pour lui. Receveur 1. C'est censé être le receveur 1. Ben voilà. Donc, il n'a pas vraiment répondu à mes attentes. Hugues, quel est ton joueur flop de la saison? Alors moi, j'avais mis la special team. Atroce cette saison. Atroce. Je sais pas. J'ai vu Sky Moore aux Niners et je dis, il arrive à faire des trucs comme ça. Donc, très fort. Il a carrément transformé leur jeu de retour. Hein. C'est vraiment, c'est incroyable. Il a été très très fort. Eux, ils sont très contents. Et donc, je sais pas si on s'est pas adapté à la nouvelle règle des kick-offs ou quoi que ce soit, mais c'est insupportable. Tu sais que tu vas démarrer au 20-25 yards, voire moins si tu prends pas une pénalité. Donc, comment mettre ton quarterback dans la meilleure position pour démarrer? Sûrement pas avec ta special team. Et puis, tu rajoutes à ça les tirs ratés par Butker. Donc, OK, c'est les kickers qui kick, mais il y a quand même tout le travail de préparation du kick qui est fait par la special team. Donc, moi, j'avais on est d'accord que c'est Hugues qui critique Butker, là? C'est non, toi, je pensais pas que ce serait toi qui la mettrais sur le tapis. Je constate, il y a le kicker qui kick. Et il y a la special team qui prépare le kick. Et moi, j'avais un collègue qui était kicker justement dans de foot américain qui m'expliquait que c'était lui, c'est son métier, il est payé pour ça, il est très très bien payé pour ça, mais que c'était un poste hyper compliqué parce qu'au fait, si tu as les adversaires qui te montent rapidement dessus, tu es obligé de forcer ton tir pour tirer plus haut. Et au fait, du coup, ton style naturel de kick est modifié à chaque fois. Donc voilà, donc il y a lui il est sûrement moins mis en confiance par la special team aussi, comme Patrick peut être moins mis en confiance par sa ligne. Donc voilà, c'est peut-être un raisonnement un petit peu tiré par les cheveux, mais voilà, il a pour moi tout un ensemble, la special team du kick au tir au field goal ou aux transformations. Voilà, il y a quelque chose qui n'allait pas cette saison. Juste, pardon, Elvin, avant que je te donne la parole. J'aime bien ce que tu dis sur là où on a commencé la position sur le terrain. Je sais pas si vous avez vu le match entre les Rams et les Seahawks, j'y reviens encore, mais les Rams avaient tellement peur des retours de Rashid Shaheed qu'ils ont préféré à chaque fois taper dans la end zone pour commencer au 35 plutôt que de lui donner une chance de retourner.
J'ai rien contre Nico Remigio, mais je peux vous dire que nous, ça risquait pas d'arriver parce qu'on n'a jamais dépassé les 20. Et en plus, quand on dépassait les 20, il y avait un holding, donc on reculait de 10 mètres. Donc ça a été quand même catastrophique. C'est très compliqué quand tu pars à chaque fois de tes. C'est entre devoir faire 65 yards et 90 yards. Tout de suite, ça change beaucoup de choses. Vas-y, Elvin, quel est ton joueur flop de la saison? Moi, bon, alors Rashee Rice, juste petite nugget comme ça. Si on draft Mackay Lemon avec le pick 9, on n'aura plus besoin de Rashee Rice. Voilà, retenez ce nom-là, Mackay Lemon. Ça, c'est mon petit crush du moment. Moi, alors, ouais, j'aurais voulu. Moi, j'avais des noms. Hein. Noah Gray, j'ai trouvé que, pareil, hein, bon, mais on l'a pas vu du tout. Un autre encore qu'une fois qu'il a signé son contrat, on le voyait plus, comme Mike Dana, comme Chris Jones, ils sont quand même assez nombreux, quoi. Mais on va pas tirer, je trouve, sur un tight end 2. Est-ce qu'on le met si je garde la même logique que pour Jalen Watson en disant il était là où on l'attendait, un qui était pas là où on l'attendait, et il y a sûrement plein de raisons qui expliquent ça. Son snap count, commencer par à quel point il était utilisé, comment il était entouré, etc. Mais Chris Jones, quoi, je suis obligé moi de mettre Chris Jones en flop, quoi. J'aime beaucoup le joueur. Pour moi, il y a encore beaucoup de choses à faire avec lui. Oui, il est surpayé par rapport à sa production, mais je veux dire, c'est un petit peu le privilège de quand tu es Chris Jones et que tu as porté la défense pendant autant d'années. Je reste persuadé que s'il était moins utilisé, 40-50% des snaps défensifs, essentiellement en D-tackle et qu'il arrête de s'aligner en D-end, je suis persuadé que les quelques flashs qu'on a vus, parce qu'on les a vus quand même, les flashs cette année, il y en a eu quelques-uns, tu vois, et il serait beaucoup plus nombreux, il serait pas en train de chercher son oxygène tout le temps, et il serait beaucoup plus efficace en fait. Donc pour ça, il faut aussi qu'il soit mieux entouré. Mais là, par rapport à ce contrat, comment il est payé, attends, tu peux pas avoir une production comme ça quand tu es à plus de 30 millions. Enfin, c'est pas possible. Il était même plus double teamé à la fin. Donc, moi, je suis obligé de le 45 mettre millions l'an prochain. en cap, ouais. Ah ouais, non, bon, ça va être restructuré, ça, j'espère, parce que on est endetté. Je sais pas, parce que je me dis, est-ce qu'on veut encore se le manger la saison d'après, tu vois? Bon, bref, on en parlera la semaine prochaine. Oh oui, la semaine J'ai prochaine. fait mes devoirs. Je parle du contrat de Chris Jones. Ne vous inquiétez pas. Mais alors, Elvin qui critique Chris Jones et Hugues un petit peu critique sur Butker, mais alors là, T'as quelque chose à dire sur Bolton? Qu'est-ce que tu veux dire sur Bolton? Johan va critiquer, le président va critiquer Humphrey, et moi je vais mettre un taquet à Bolton, quoi. C'est le monde à l'envers. Bref, mais c'est très bien, ça prouve que nous sommes des garçons ouverts d'esprit et que nous sommes critiques. Très bien, du coup, votre cri du cœur, Elvin, est-ce que tu veux commencer? Ça peut être un truc globalement qui t'a plu? Est-ce que voilà, c'est pas forcément un joueur, c'est un truc dans la saison, tu dis ça, tu vois, ça c'était bien. Écoutez, je vais surprendre personne, mais le côté gauche de la ligne offensive. Donc les deux Polynésiens là, parce que soit Mataia, je le défendais au moment où on l'a drafté. Force est de reconnaître que quand il a fait ses quelques premiers matchs en tackle, c'était une catastrophe. Mais je suis désolé, mais en garde, son replacement en garde gauche, ça a été la vraie belle histoire de cette année. Moi, je trouve que, alors, il n'est pas parfait, hein. Il n'est pas parfait, mais je trouve qu'il a largement le niveau pour être un garde starter à gauche. C'est pas Joe Thuney, on est d'accord. Johan, c'est pas Joe Thuney, si tu nous entends. Mais je trouve qu'il a le niveau pour être un starter à gauche, quoi. Et alors, que ce soit en passe pro, je trouve que son côté athlétique fait qu'il peut se déplacer rapidement. L'espace qu'il a à couvrir est plus restreint, donc du coup, ses erreurs techniques qu'il avait avant se voient moins. Et surtout, quand il est à côté de notre pick de premier tour, Josh Simmons, que j'adore. Moi, je ne sais pas si vous avez regardé le match des Patriots contre les Broncos, mais ce qui était censé être le tackle numéro 1, là, Will Campbell, le T-Rex, il s'est fait manger mais pendant tout le match. Alors moi, je vous le dis, hein, si c'était Josh Simmons à sa place, je peux vous dire qu'il tenait mieux la baraque. Donc pour moi, je le dis, je le redis, le tackle 1 de cette draft, c'était Josh Simmons. Alors il a eu son
son histoire de... Voilà, on sait pas trop d'ailleurs quelle histoire, enfin on l'a pas eu pendant longtemps, mais quand il est là, de match en match, je trouve qu'il est meilleur de match en match, quoi. Et bah, ce qui était notre grosse faiblesse pour les années passées, moi je trouve que quand ces deux-là sont l'un à côté de l'autre, bah, ça fonctionne. Mahomes n'est pas inquiété comme il a pu l'être dans le passé. Moi je vous le dis que Josh Simmons, s'il continue son arc de développement là, ça peut devenir vraiment un All-Pro parce qu'il a tous les traits physiques, force, puissance, déplacement des pieds, intelligence football. Dès sa première année, on le laisse sur une île tout seul en passe pro et il assure. Ça peut devenir un All Pro. Donc voilà, côté gauche, moi c'était la belle histoire. Hugues, qu'est-ce qui t'a vraiment plu cette saison? Alors moi, c'est mon petit rookie de l'année. D'ailleurs, il a été élu rookie de la saison par ses coéquipiers. C'est Ashton Gilotti, qui a fait plutôt une bonne entrée en matière. Il a une paire de snaps quand même. Il a été titulaire 2 fois. Il a fait 268 snaps avec 24 pressions, 1,5 sacs. Donc pour un 3e tour, je trouve que c'est plutôt une bonne production. Et puis je le vois bien l'année prochaine être un peu dans un rôle de rotation un peu plus élargie, en lui donnant peut-être un petit peu plus de snap à jouer. Il est plutôt bon aussi pour arrêter le jeu au sol. Donc il a des bonnes jambes, il y a un bon ancrage au sol. Enfin, une fois qu'il est planté, il est bien planté. Donc pour moi, notre rookie 3e tour, c'est ma petite pépite de cette saison. Eh ben écoute, je vais continuer sur le même sujet parce que moi j'allais dire que c'était la draft en général, notamment la draft défensive. J'ai trouvé que, tu vois, quand tu as dit rookie, je pensais que tu allais dire Noel Williams, Noel tu vois. Williams. Ouais. Mais Noel Williams, pardon. Mais effectivement, Gilotti, moi j'ai trouvé aussi qu'il avait vachement du gaz. J'ai beaucoup aimé et je trouve que lui, avec Norman Lott, malheureusement, s'est fait les croiser assez rapidement, Ouais. mais je trouvais qu'il avait vraiment du potentiel. On l'avait dit l'an dernier que c'était hyper important que cette draft soit vraiment réussie. Évidemment, c'est pas en un an qu'on juge une draft, mais je trouve déjà que on a vu plus en un an qu'on a vu sur les drafts de 2023 et de 2024. Et encore une fois, on en parlera la semaine prochaine. Donc voilà, moi je veux finir quand même positivement en disant que cette draft, notamment le côté défensif, m'a beaucoup plu. Et Noel Williams, il a du Snead à la grande époque. Gilotti, beaucoup d'agressivité, vraiment du punch pour battre ses tackles en one-one. J'ai beaucoup aimé, surtout pour un 3e tour. Et le petit Norman Lott, j'attends qu'il revienne de ses croisés là, mais je pense que ça peut être vraiment pas mal, surtout à un poste où on a beaucoup besoin à l'intérieur de la ligne. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était. Faut qu'ils plutôt arrêtent une draft. de s'entêter à lui faire prendre du poids, par contre, à Norman Lott, de le faire jouer nos Faut arrêter, mais encore, on en revient au coaching de pourquoi est-ce que tu prends des joueurs et d'ailleurs tu les fais changer Ouais. de morphologie pour les faire s'imbriquer dans quelque chose qui ne marche pas. Enfin, c'est jouer un peu contre nature. Donc effectivement, c'est un très bon point. Du coup, on va conclure avec ce qui vous a beaucoup moins plu. Je vais commencer. Elvin, je suis désolé, ce n'est pas une attaque contre toi, mais moi, je suis un peu dubitatif de ton copain gros monsieur Josh Simmons. Je suis d'accord que ce qu'on a vu est très bien quand il a joué, mais comme disent les Américains et les Américaines, il y a des red flags. Sa disparition, T'as dit que c'était un red flag, attention, c'est mauvais. sa disparition inexpliquée qui a duré plusieurs semaines en plein milieu de la saison nous a quand même pas aidé. Alors après oui, c'est sa vie perso, tout ça, effectivement, on ne sait pas ce qui s'est passé, on va pas juger. Malgré tout, tu es un sportif de niveau, tu fais partie d'une équipe. Quand tu pars comme ça, c'est quand même très très problématique, surtout à un poste aussi important. Donc ça quand même, alerte red flag. Derrière, il revient, il se pète et du coup, il finit pas la saison. Du coup, moi, j'ai vraiment un goût d'inachevé et en fait, j'espère que ça va pas nous faire un Rashee Rice où en fait, il monte des flashs, tu te dis ouais, il est super bon et puis en fait, bah, il est pas là parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça et qu'au final, tu reviens au bout de 3 ans et tu te dis mais qu'est-ce que j'ai dans les mains, quoi. Je suis d'accord avec toi, il a un potentiel de ouf. Quand il a joué, c'était très bon, il a beaucoup progressé et je suis content qu'on ait enfin investi sur ce poste clé. Malgré tout, moi j'ai un peu peur avec ça.
qu'est-ce qu'on fait s'il repart encore un mois et demi l'an prochain, quoi. On met qui en tackle gauche? Comment ça va se passer? Voilà. Comment est-ce qu'il va revenir de sa blessure, qui, bon, en principe, n'est pas trop grave non plus, mais voilà. Moi, c'est un peu, j'ai pas trop aimé. L'équipe commençait à bien tourner, il est parti, et derrière, c'est vraiment. Donc voilà, un peu dommage. Je trouve que ça a un peu cassé la dynamique. Hugues, vas-y, toi, qu'est-ce qui t'a vraiment pas plu cette saison? Moi, c'est plutôt l'enchaînement, tu vois, sur le milieu de saison, ouais, quand on commence à enchaîner les défaites. Il y a toujours la cible des playoffs qui est possible, et au fait, il n'y a pas pas de rébellion, mais tu vois, on se dit pas, bon, on sait qu'il nous manque pas grand-chose, on perd les matchs de pas grand-chose, et enfin, on est les Chiefs, on se réveille, on a quand même une histoire récente, on a le meilleur quarterback de la ligue, et au fait, non. Au fait, on se dit, bah, ce match-là, le prochain, c'est bon. On sait que il y a eu les Colts, le petit moment là où on s'est dit, ouais, peut-être, pourquoi pas. Et puis, au fait, le match, je ne sais plus si c'était Houston ou les Chargers, je ne sais plus dans quel sens. Et ben, au fait, bah non. Au final, Les Cowboys c'était pour les Cowboys, ouais, voilà. Alors qu'on démarre, je ne sais même plus si on démarrait. Non, on ne démarre pas spécialement bien. Si, je ne sais plus. Si, on a interception, et d'ailleurs, on met touchdown assez rapidement, donc ça part, ouais, fort. Donc on démarrait plutôt bien, et puis au fait voilà, c'est ça qui m'a un peu embêté, c'est en se disant bah, de notre histoire récente avec les joueurs qu'on a, bah, pourquoi il n'y a pas ce truc de se dire bon allez, on s'y met, puis on tente quelque chose. Là, j'ai l'impression que tout était elle est presque écrit d'avance, bah, on va faire ci, on va faire ça, ça va être comme ça en défense, on va rendre en attaque, on va rendre la balle, ça va revenir, on attend un coup d'éclair de Mahomes, et puis ce coup-là, ah bah non, finalement non. Et puis, ouais, voilà, c'était plutôt ça ma déception, l'impression de ne pas s'être battu autant qu'on aurait pu, comme si les joueurs savaient que de toute façon, ça ne sert à rien d'aller plus loin parce qu'on ne serait pas allé plus loin, et que voilà, autant être en vacances, tanker un peu gentiment, et puis voilà, enfin, c'est ça ma déception de cette saison. Elvin, quel est ton coup de gueule? Ouais, bah, j'étais un peu sur la même ligne. Je pensais cette absence de sentiment d'urgence, tu vois, où tu te dis, bah attention, là, il faut changer quelque chose, là, ça marche pas, là. Et en fait, avec ça, il y a quelque chose qui m'a encore plus énervé. Alors, peut-être que c'est que la communication d'Andy Reid ou du coaching staff en règle générale, peut-être que c'est que la communication et que dans le vestiaire, c'est différent. Mais c'est cette absence complète de remise en question. Chaque conférence, c'était: «Ouais, on n'est pas loin, quelques petits détails et tout». Non, l'attaque est crado. Enfin, on est atroce, et encore dernièrement, il disait: «Ouais, c'est vrai, bon, on était, top 5 attaque et tout». Regarde pas les métriques, qui t'intéressent. Comment il s'appelle? Andy Reid, disait, «De telle semaine à telle semaine, on était top 5, tu vois, il choisissait les stats. Non, on fait pas ça, et je trouve que ça traduit d'un excès d'orgueil, d'un refus de se remettre en question, de changer des choses. Mahomes, on en parlait dans le dernier podcast, mais il peut pas être plus clair. C'était pas cryptique son message quand il disait il va falloir qu'on voit notre système, les autres équipes, quand on fait la même chose depuis longtemps, les autres équipes le savent et tout. Tu peux pas être plus clair là comme message à ton coach là. Attention, remets-toi en question, fais pas toujours la même chose, c'est prévisible et tout. Et j'ai trouvé que c'était agaçant qu'ils nous prennent pour des idiots à chaque conférence où ils disaient: «Non mais, on n'est pas loin, hein, on n'est pas loin, hein, franchement», et du coup, couplé avec cette absence de sentiment d'urgence, ça a été hyper frustrant quand ça n'allait pas, tu vois? J'aimerais au moins qu'ils tapent du poing sur la table, qu'ils disent: «Bon, on va ou essayer des trucs et que ça marche pas, mais essayer des trucs, quoi». Parce que là, ça me rappelait trop la fin d'Andy Reid à Philadelphie où il s'est entêté à faire la même chose et il était dans le déni. Est-ce que c'est que de la communication quand, les caméras sont allumées? Peut-être, mais c'est agaçant quand tu es un fan. Je suis d'accord. Et les statistiques, effectivement, on en fait dire ce qu'on veut. Du coup, je finirai sur cette magnifique citation que j'aime beaucoup. Il y a 3 types de mensonges. Les mensonges, les fiefs et mensonges et les statistiques. Voilà, donc effectivement, si tu prends que les chiffres qui t'arrangent, tu as toujours l'impression d'être dans le vrai. Merci beaucoup les copains. Est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter avant qu'on se quitte?
Eh ben, peut-être parler de l'association Chiefs France, si jamais ça vous intéresse, si vous voulez venir discuter avec nous en privé, vous plaindre de tout ce qui vous agace des Chiefs ou au contraire encenser Patrick Mahomes ou parler de ce que vous voulez d'ailleurs. Eh ben, n'hésitez pas, vous pouvez rejoindre l'association Chiefs France ou nous retrouver sur X, anciennement Twitter, @Chiefs-FR. Vous pouvez nous contacter par Gmail si vous n'avez pas les réseaux sociaux, chiefsfranceassociation@gmail.com. Et voilà, n'hésitez pas, même si c'est juste pour venir dire bonjour sur les réseaux sociaux, commenter, on essaye d'être réactif. Et puis bah voilà, on a un groupe WhatsApp qui vit bien. On a plus de, je sais plus combien on est maintenant, 22, 23, je sais pas combien d'adhérents on est. Mais ça vit bien, c'est marrant. Même en off-season, c'est ça qui fait passer la pilule quand c'est un peu difficile. Et là, avec la draft season qui arrive, voilà, il y a ceux qui sont plus branchés college football, qui donnent leurs petits tips, leurs petits avis, leurs petites opinions sur tout ça. Et voilà, ça fait aussi passer la off-season quand les longs mois sans football sont tristes. Et ben, c'est plutôt sympa. Donc, venez, on est bien. Exactement. Rejoignez-nous. Et vous pourrez peut-être venir dans le podcast également. Vous pouvez venir débattre avec Elvin, Hugues, moi-même et le président qui n'était pas là. On lui fait un coucou et on sait qu'on le retrouve la semaine prochaine. Semaine prochaine, à ne pas louper le gros épisode que vous attendez tous, celui du débrief. On va tout vous expliquer pourquoi les Chiefs se sont plantés cette saison. En attendant, portez-vous bien et bonne semaine les copains. À la semaine prochaine. Allez, salut les Chiefs. How about those Chiefs? Super Bowl 57's MVP quarterback Patrick Mahomes. To go from a team that wasn't, I wouldn't even say majority picked to win the AFC West to win the Super Bowl, that speaks to the guys we haven't watched. How about those Chiefs?